Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une présidente, une femme plus qu'active que j'ai la chance de connaître depuis quelques années. Faustine Fleuret, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es aujourd'hui la présidente de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui joue un rôle central dans la représentation du secteur du Web3 auprès des diverses autorités françaises, voire européennes. Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours et ta rencontre avec la blockchain en général, sur les défis que rencontre l'industrie aujourd'hui, sur ton implication et celle de la DAN dans l'acculturation autour de cette technologie. Et pour finir, bien évidemment, nous échangerons sur ta vision de l'innovation dans ce secteur. Faustine, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour, l'invitation. Je suis ravie, de faire partie de ce nouveau, super podcast. Donc j'ai écouté les premiers épisodes, donc j'encourage tout le monde à écouter tous les épisodes. Alors je suis, Faustine Fleuret et comme, tu l'as précisé, je suis aujourd'hui présidente, de l'ADAN, une association professionnelle qui se veut fédérer les acteurs du Web3 en France et en Europe. Notre mission est de porter leur voix auprès des gouvernements, auprès des décideurs, auprès d'autres acteurs, de l'économie qui ont encore pas forcément pris la vague et lever tous les freins à leur développement. Magnifique. Alors, je crois que tu es encore, très jeune. C'est-à-dire que le talent avec toi n'attend pas, le nombre des années. Est-ce qu'on peut très rapidement, revenir sur, tes origines, ton parcours et comment tu t'es retrouvée aujourd'hui à cette position, de présidente de la DAN? Alors oui, c'est vrai que ça va faire, j'ai 6 ans d'expérience professionnelle derrière moi. Je suis diplômée de la Sorbonne en banque finance. Donc ça, c'était en 2016 ou 2017. J'ai voulu faire de la finance parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé mes études, on était en plein pendant la crise, immobilière, financière, économique. Au lycée, j'ai fait une filière scientifique, j'avais pas forcément eu d'enseignement en économie et en fait, j'avais très envie de comprendre ce qui se passait. On était vraiment dans une actualité particulière donc j'ai pris cette voie qui, bon, était pas forcément celle sur laquelle on m'attendait. On m'attendait plutôt, sur, des études d'ingénieur, mais bref. J'ai suivi, mon propre chemin et donc j'ai fini, diplômée de la Sorbonne en banque finance. J'ai eu beaucoup de cours très divers sur la finance. On a eu vraiment une approche, super large, c'était vraiment intéressant. Mais déjà à l'époque, beaucoup d'enseignements sur la réglementation financière. En même temps, c'était normal aussi, on sortait de la crise, il y avait beaucoup de débats, beaucoup d'évolutions réglementaires qu'on attendait. Et donc, j'avais, très envie et c'est pour ça que j'ai commencé par là, de rejoindre le régulateur. Et donc je suis allée travailler en tout premier à l'Autorité des marchés financiers, qui est le régulateur des marchés financiers, en France. À l'époque, j'étais pas du tout sur les sujets innovation, plutôt, matières premières en réalité. Mais c'est quand j'étais à l'AMF que, le pôle innovation qui regroupe l'AMF, mais aussi le superviseur, bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, c'est à ce moment-là Donc qu'il a été l'ACPR, créé. c'est ça? C'est ça, l'ACPR. C'est à ce moment-là qu'il a été créé, donc un pôle commun entre les 2 autorités, pour commencer un peu à mieux coordonner les actions, notamment l'observation, de d'innovation financière. À l'époque, il y avait beaucoup, de sujets autour du crowdfunding. C'était pas tellement, tout de suite les cryptos, qui étaient, sous le radar des régulateurs. Mais du coup, ça commençait un petit peu à gamberger, au sein des régulateurs, mais j'ai regardé ça, plutôt de loin. Hem Donc les commodities, pour commencer, les matières premières. Ensuite, je suis allée travailler à l'Association française des marchés financiers, qui est une association professionnelle comme la DAN, mais qui va représenter les entreprises d'investissement. Donc qui s'appelle la heu MAFI, c'est ça? c'est ça, la MAFI. Toutes les entreprises qui vont avoir une activité financière, en France, que ce soit des entreprises, françaises ou pas. Et donc à l'époque, ma première année a été vraiment dédiée à la mise en place de la réglementation MIF 2 qui allait entrer en application, 1 an après que j'arrive. Donc il y avait énormément de travail, énormément de Est-ce que tu peux nous panique. dire, très rapidement ce que c'est que MIF 2? Alors MIF 2, c'est MIF pour, Markets, in, Financial Instruments.
C'est une réglementation, qui a ses origines plus lointaines des années 90, la directive sur les services d'investissement, mais qui s'est vue renforcée au fur et à mesure et donc MiF 2, c'est toute la réglementation, des marchés financiers pour, la protection des utilisateurs, enfin des investisseurs et la stabilité des marchés et le bon fonctionnement des marchés. Donc c'est un assez gros paquet de textes, hein. On est sur, une directive, un règlement, beaucoup de textes techniques. Et justement, quand, j'ai travaillé à la MAFI, l'un des travaux qu'on a fait avec d'autres collègues, c'est d'écrire un livre sur MiF 2, pour expliquer un peu ce que c'est, pour un peu, débroussailler, ce monstre, qui était MiF 2 et qui faisait beaucoup peur, aux entreprises financières quand j'y travaillais. Donc ça, c'était ma première année, vraiment focalisée, TradFi, finance traditionnelle. Mais c'est arrivé pas très, très tard, après que j'entre à la MAFI. Il y avait la vague des ICO, les Alors initial qu'est-ce que coin c'est une offering. ICO, Faustine? Alors c'est les émissions de jetons. Il y avait une analogie, volontairement faite avec les IPO pour les offres au public, d'actions. En gros, c'était toutes les opérations de projets qui, à des stades, très, très early, très, très précoces, pour se financer, émettaient des jetons qui allaient représenter en général des droits d'accès aux services, aux produits qui allaient être développés. Donc des utility tokens, c'est ça? Voilà, Des c'est jetons ça. d'utilité, voilà. Exactement et donc c'était porteurs de projets qui, levaient de l'argent et engageaient déjà l'implication d'une communauté, autour d'un projet à un stade, hyper, hyper, hyper précoce. C'est-à-dire à un moment où en fait, c'est des porteurs de projets qui trouvaient pas des financements, ailleurs. Donc c'était des nouvelles opérations, que le régulateur connaissait pas et qu'il a observé un petit peu, et surtout il a observé les fraudes, assez importantes qu'il y avait, parce qu'il y avait des ICO évidemment par des porteurs de projets, tout à fait sérieux, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui en ont profité puisque c'était effectivement pas régulé. Donc l'AMF, l'autorité des marchés financiers, s'est saisie du sujet et a commencé à réfléchir comment le réguler et s'il fallait le réguler d'ailleurs. Et la problématique à l'époque, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît, l'écosystème, à peu près à quoi il ressemble, peut citer les noms d'entreprises, de la crypto, du Web3, sait les identifier, sait à peu près, connaît à peu près les cas d'usage autour des marchés de cryptoactifs. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc quand Donc là, l'AMF a on est en quelle voulu année? Excuse-moi, parce qu'on en a eh on ben, a je on a pense que c'est 2017. d'accord, ouais. C'est 2017, les premières réflexions des autorités françaises, sur comment, encadrer ces marchés cryptoactifs. C'est vrai que, plus tôt, enfin, je crois que dès, 2014, il y avait déjà eu des prises de position sur, la fiscalité et qu'est-ce qu'était un échange de bitcoin? Est-ce que c'était un service de paiement? Mais ça, c'était vraiment les balbutiements. En 2017, l'AMF publie un papier où elle dit, voilà, ça, c'est les ICO, ça, c'est ce qu'on a observé et on a plein d'idées pour réguler. Option 1, option 2, option 3. Et donc, Avec d'ailleurs, je crois, hein, si je me rappelle bien, il y avait un service de pouvoir, faire des ICO un peu tamponnés par l'AMF, en tout cas validés par l'AMF, qui était pas obligatoire, si je me rappelle bien, c'est mais qui ça. était gage de sérieux du projet, c'est ça? Qui a été, l'option retenue, et plébiscitée en réalité. Heu, donc la problématique, c'est qu'à l'époque, l'AMF savait pas trop à qui s'adresser, connaissait pas trop l'écosystème. Donc quand, l'AMF a consulté, sur, comment faire une réglementation des ICO, en fait, elle est allée voir ses interlocuteurs traditionnels, donc plutôt la place bancaire et financière, de Paris et donc les associations professionnelles et donc la MAFI. Et donc, D'accord. le sujet des ICO est arrivé sur la table de la MAFI comme ça. Ça s'est pas bousculé au portillon pour, s'en saisir et bon, bah, je devais être, la plus jeune, la plus appétente aux nouvelles technologies, donc j'ai récupéré le bébé, mais ravie en fait. Donc Mais c'était ta première rencontre avec la blockchain ou c'est vraiment, enfin voilà, Faustine était là, elle était jeune, elle aimait bien les nouvelles technologies, on lui a dit: «Tiens, va regarder les ICO» ou c'est vraiment toi, tu as eu une démarche proactive, tu t'es dit: «La blockchain, c'est une technologie que je trouve très intéressante». Comment s'est passé un peu alors cette quand je passation-là? travaillais à l'AMF, il y avait, des gens qui avaient déjà un intérêt pour, la blockchain. J'en avais entendu parler à l'AMF pour la première fois. Il y avait eu un peu d'évangélisation des équipes en interne, mais c'était encore très balbutiant vraiment et c'était plutôt des initiatives, individuelles, de personnes intéressées. Donc j'en avais entendu parler par ce biais-là
Je crois que c'était déjà en 2017 où, il y avait, des événements qui s'appelaient les Crypto Mondays, qui étaient, des sortes de petits apéros, meet-up, autour des sujets crypto et blockchain. Alors on n'était pas beaucoup, hein, au début, mais où j'aimais beaucoup aller pour justement m'instruire. Donc j'en avais un peu entendu comme ça, sans vraiment me pencher sur le sujet et c'est pour ça que pour moi, c'était l'occasion de pouvoir creuser. J'avais une bonne raison dans le cadre, professionnel, bah, de m'instruire, d'un peu plus, étudier, la chose, ce que j'ai fait. Je me suis aidée, pour ça, en fait, des gens de l'écosystème que je suis allée chercher. Parce que bon, les membres de la MAFI, par définition, c'était pas ceux qui portaient, l'innovation, c'était pas ceux qui Bien lançaient des sûr. ICO à l'époque, c'est pas ceux qui s'y connaissaient. Donc réfléchir en chambre avec, des gens pas concernés, ça allait être limité. Donc je me rappelle avoir été, dans le quartier du Sentier, avoir toqué à la porte, de Coinhouse, de Blockchain Partner, de Ledger, pour aller rencontrer ces personnes, et leur expliquer ma démarche. Et donc c'est comme ça que j'ai pu, déjà, en fait, commencer à connaître des gens qui sont parfois toujours là et qui étaient vraiment early, dans la crypto française. Je me suis aussi, rapprochée, du laboratoire de recherche, en régulation financière, donc qui est un laboratoire de recherche, entre plusieurs, universités et écoles, la Sorbonne, le CNAM, il me semble HEC. Donc je me suis aidée d'académiques aussi pour, répondre à l'AMF à l'époque. On avait fait une réponse, conjointe, à ma fille, l'AVEX-REFI. Donc c'est là que tout a commencé, je dirais en tout cas mon intérêt personnel n'a fait que croître et jusqu'à en avoir, alors je vais pas dire en avoir marre de la finance, traditionnelle, mais en tout cas je sentais que ma place était, plus là et j'étais appelée à me consacrer totalement à la crypto-finance, on va dire, ce qui était pas le cœur des sujets de la MAFI. Donc même si, j'avais pris le sujet, j'avais créé le premier groupe de travail de place à la MAFI avec des membres et des non-membres, bon, j'allais, forcément pas pouvoir, m'épanouir autant que je le voulais. C'est pour En ça tout cas, tu avais une que vraie volonté de creuser le sujet à fond et d'en faire, en tout cas, ta vie professionnelle à ce moment-là. oui, 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 Voilà. mais Et avec donc aussi la reconnaissance que j'avais encore beaucoup à apprendre et que je pourrais pas le faire à la MAFI. ouais, bien sûr. Et donc, est-ce que c'est à ce moment-là où tu rentres chez Consensus? C'est ça. C'est vrai que c'était, enfin, je pensais pas qu'une telle entreprise, qui a un rôle, tel dans le développement de projets blockchain, dans l'évangélisation autour des cryptos, serait intéressée par un profil comme le mien, parce que Mais c'est alors, vrai que c'est c'est une quoi boîte très exactement tech. Consensus, justement? Parce que là, on en parle, mais c'était quoi cette société? Qui était le fondateur de Consensus et quelle était la mission de Consensus? Alors Consensus, c'est une, entreprise qui a été créée par l'un des cofondateurs d'Ethereum qu'on connaît beaucoup moins que Vitalik Buterin, qui s'appelle, Joe Lubin et qui, donc a participé à fonder Ethereum et qui s'est dit: «Bon, on a développé un protocole, blockchain. Maintenant, si on veut que les gens l'utilisent, l'exploitent, il faut pouvoir les accompagner». Donc Consensus se veut être, une entreprise qui va conseiller, aider des projets, aider des entreprises, dans leur stratégie, blockchain, tout en étant une entreprise, qui, développe elle-même des produits, sur Ethereum, qu'elle met ensuite à disposition, soit de devs, soit des entreprises, qu'elle va accompagner. Donc aujourd'hui, Heu, par exemple, Consensus, c'est la société qui édite MetaMask, Tout à fait. Infura et d'autres, Infura, voilà, ouais. exactement. Et donc j'ai rejoint Consensus, donc très clairement mon profil, j'allais pas développer, hein. J'étais, à la fois consultante, j'ai accompagné le ministère de l'économie et des finances, la Commission européenne, un projet de stablecoin à l'époque et puis je continuais à suivre les débats réglementaires parce que c'est ce que je voulais, ne pas abandonner en quittant la MAFI. C'était, toutes les négociations qui étaient encore en cours, depuis que l'AMF avait commencé à consulter. Donc je cumulais les 2 casquettes, ce qui et c'est là où avec, Simon Pollereau, dont je reparlerai plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, ça serait bien qu'il y ait un représentant du secteur parce que, les débats ont commencé et qu'il y a pas, un syndicat, il y a pas un porte-voix de cet écosystème qu'on est en train de réguler et qui va être impacté, qui s'en rend pas forcément compte d'ailleurs, puisque encore une fois, hein, il était et pas connu et donc pas forcément informé de ce qui se passait.
et ça devenait de plus en plus urgent, de pouvoir, mieux le faire connaître, mieux l'informer et et le faire participer au débat, pardon, autrement que par des voix, individuelles et motivées qui étaient, la mienne, celle de Simon Pollereau, celle de, Amandine Doat de Ledger, Nicolas Louvet de Cohen House, voilà, c'était des efforts un peu dispersés, tout le monde était super motivé, mais c'était pas organisé. Et c'est à ce moment-là déjà qu'on s'est rendu compte que ça serait bien, d'avoir une association professionnelle. Bon, il y a beaucoup de temps qui a passé, avant que ça se fasse, mais le fait est que je pouvais continuer à suivre les débats parce que, je m'investissais à titre personnel, mais que j'en voyais déjà un petit peu la limite, de faire ça, dans mon coin et que chacun fasse ça dans son coin, en fait. D'accord et donc là, donc la DAN, c'est une association qui s'est créée quand, du coup, exactement? Alors du coup, on a été créé début 2020, juste avant, la covid, donc on a eu un petit peu peur au début parce J'imagine. qu'on savait pas trop le but, c'était de fédérer l'écosystème et on s'est retrouvés enfermés au bout de quelques semaines, alors qu'il fallait qu'on aille, évangéliser, les entreprises, expliquer le pourquoi de la DAN parce que je pense que les gens réalisent pas trop que ça a pas été forcément ça coulait pas forcément de source pour tout le monde, mais parce qu'en 2020, il y avait qu'une partie de l'écosystème qui était concernée, donc les prestataires de services sur actifs numériques, les PSAN et il y avait encore on était encore très loin de, la réglementation de la finance décentralisée, qu'est-ce qu'on allait faire des NFT, qu'est-ce qu'on allait faire des influenceurs, qui parlaient de crypto. Donc c'est vrai qu'au début, comme le sujet, c'était principalement PSAN, il fallait faire comprendre aux gens que c'était que le début et qu'il fallait anticiper que, les autorités s'intéressent un peu à tout et surtout que, on avait besoin d'être présent pour éviter, des effets de bord, négatifs de réflexion en chambre où on serait pas là pour apporter notre expertise. Donc c'est vrai que pour ça, ça a été un petit peu au début enfin, on s'est un petit peu posé la question quand on s'est retrouvés, confinés, de comment on allait pouvoir, regrouper, le secteur, et nous exprimer auprès des autorités. Alors la chance, qu'on avait, c'était que Simon Pollereau, qui était donc le président directeur général, au tout début de la DAN et pendant 1 an et demi, Simon et moi, on avait déjà des relations avec, les acteurs institutionnels donc ça a beaucoup aidé à lancer l'association. Moi, j'avais une expérience en association professionnelle, donc pour structurer, c'était assez clair dans mon esprit comment faire. Mais voilà, au début, on était quand même pas forcément serein. Heu, Juste petite question, excuse-moi pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un acteur institutionnel? alors nous, nos interlocuteurs à l'association, ça va être, des gens très divers, mais c'est vrai que pour convaincre, pour passer des positions et dans le cadre de débats réglementaires, c'est pas tant les entreprises de l'écosystème qu'on a besoin d'aller voir, mais ces acteurs institutionnels qui vont être, les décideurs publics, donc le gouvernement, l'administration, les parlementaires, ça va être aussi les régulateurs financiers, mais pas forcément, hein. Dernièrement, on a d'autres régulateurs, en France qui sont entrés dans la danse, je pense à l'Autorité nationale des jeux, par exemple. Heu et on va aussi avoir besoin d'aller voir les institutions européennes. Parce que la réglementation européenne, par définition, elle se fait, avec la Commission européenne et les 2 co-législateurs européens, que sont le Conseil de l'UE et le Parlement. Donc quand, effectivement notre, périmètre, de notre cible, ça va plutôt être ces gens-là et aussi parce qu'il y a quand même quelques petits freins, tu en sais quelque chose, qui sont mis dans les roues des acteurs crypto, de la part d'acteurs, bancaires, financiers, traditionnels notamment. Exactement et donc vous êtes en plein covid, donc vous commencez à leverager les 1 relations que vous avez avec ces acteurs institutionnels et donc du coup la sauce commence à prendre, de la DAN et donc là tu deviens présidente en fait assez rapidement, de l'association? Alors je deviens présidente en mai 2021, donc l'association a à peine 1 an et demi. On a commencé en 2020 à 11 membres fondateurs, donc 11 entreprises qui ont mis au pot en premier pour lancer l'asso. Début 2021, on était un peu plus de 50. Donc, quand j'ai été élue présidente, je pense qu'on était à 70, 80 entreprises membres et aujourd'hui, on est à environ 200 entreprises membres. Donc, on a une assez belle croissance, mais qui en fait,
et celle du secteur, hein. On suit la même dynamique, que l'écosystème, et c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à l'objectif, qu'on a de fédérer et de fédérer au-delà, de ces seuls PSAN, qui étaient concernés par la réglementation au tout début. Je pense qu'on a pu faire comprendre à beaucoup d'acteurs, l'intérêt de se positionner pas trop tard dans des débats, et surtout, ça a été quelque chose d'assez compliqué au début, mais il y a la tentation d'une stratégie, pour certaines entreprises, de se dire: «Bah, si on me voit pas, si, je suis pas dans les débats, si je suis pas dans une association professionnelle, bah, je serai pas réglementée». En gros, c'était, je suis cachée et donc je j'échapperai à toute volonté, de réglementation. Bon, les régulateurs sont un tout petit peu plus fins que ça, et suivent, très bien, les dynamiques, et les évolutions dans l'écosystème. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup confronté à ça aussi, quand il a fallu expliquer pourquoi la nécessité de notre action, et que c'était pas, risqué de, s'afficher aux côtés d'une association professionnelle qui effectivement participe à des débats réglementaires, là où certains acteurs ne sont pas ou pas encore, couverts par la réglementation. Donc on a toujours, mais beaucoup moins qu'avant, toujours besoin d'expliquer, notre action parce qu'elle est très réglementaire, mais pas uniquement. Et ça peut effrayer effectivement, bah, des petits projets d'une part, mais aussi des acteurs qui pour l'instant, sont pas forcément au cœur de débats réglementaires, même si, c'est une utopie de penser qu'ils ne le seront pas. Alors aujourd'hui, tu parles de 200 membres, donc là, tu as parlé un peu d'une typologie de type de membres, donc évidemment, j'imagine qu'il y a des grandes banques, tu as des plus petits projets. Aujourd'hui, en fait, déjà, comment on devient membre de la DAN? Et est-ce qu'il y a une participation, au-delà de l'aspect financier de la chose, mais une participation qui est demandée dans la gouvernance, dans les débats, dans l'organisation de la société? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça veut dire quoi la réalité d'être membre de la DAN? Alors pour devenir membre, c'est assez facile, faut aller sur notre site internet, c'est avoir la volonté d'être représenté par l'association parce qu'on développe, ou on aide à développer des activités autour du Web3, et donc c'est une cotisation, financière annuelle qui en fait finance, quasiment à 100 l'activité de l'association donc notamment, l'équipe des permanents qu'il y a autour de moi. Ce qu'on attend des membres effectivement, au-delà de ce sponsoring financier, mais qui est vital pour l'association, c'est effectivement de pouvoir nous aider, opérationnellement. Donc on travaille en comité, en groupe de travail où les membres, bien sûr vont bénéficier de l'information qu'on va leur descendre, mais où on espère pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur retour, parce que c'est eux qui sont sur le terrain, pour pouvoir nous aider bah, notamment à définir des positions. Donc il y a ce travail bien sûr opérationnel. Ensuite, bah, on est en plein dans l'actualité. Les membres participent à la gouvernance de l'association. Donc je suis présidente, du conseil d'administration de la DAN, qui est composé d'une dizaine de membres, administrateurs et je disais qu'on est dans une actualité brûlante puisque le conseil d'administration se renouvelle d'ici très, très peu de temps. Il y a beaucoup de candidats, donc c'est une excellente nouvelle. Il y a 23 candidats pour rejoindre le conseil d'administration, pour 11 postes ouverts, donc la C'est une excellente nouvelle. compétition va être rude. C'est une excellente nouvelle. Pour moi, ça veut dire, qu'il y a un intérêt des membres pour, par rapport au rôle de plus en plus important que l'association, prend, de pouvoir influencer, sur la stratégie et de pouvoir, aider. Donc et c'est vraiment ça que j'aimerais, alors je me représente, à la présidence, donc on verra, ce qu'il advient de moi. Mais c'est vrai que sur un second mandat, heu, moi j'attends peut-être encore plus des membres que jusqu'à maintenant. Parce qu'on est dans une, actualité hyper difficile. L'écosystème se fait taper dessus, mais du coup son association aussi. Et il faut qu'on soit solidaires. Parce que plus on sera soudés, plus on sera solidaires, plus nos détracteurs, peut-être y penseront à plusieurs fois, avant de nous attaquer, souvent sur des bases, relativement peu solides. Mais, ça suffit si jamais, en fait, il y a pas un front, uni et fort, qui se défend. Donc, moi j'aimerais vraiment que sur ce nouveau mandat, les membres se rendent compte à quel point c'est crucial de se tenir aux côtés de l'association, soit en tant qu'administrateur, enfin, en tout cas, je pense que quand on est administrateur, on est mouillé aux côtés de l'association encore plus que les autres membres,
mais même tous les membres. Je veux dire, on sort beaucoup de positions, on sort beaucoup d'articles, on intervient énormément, on se fait taper dessus autant que les acteurs. Il faut qu'on puisse répondre, fortement et qu'on fasse, front commun et ça vraiment je pense qu'il faut qu'on l'améliore, d'autant que ce front commun grossit puisqu'on est 200 membres donc c'est quand même relativement important et qu'on est en plus, des gens de plus en plus différents et que ça fait notre force. Ça fait notre force de dire le Web3, c'est pas que, des PSAN, mais c'est aussi, bon des startups, mais des grands groupes, qui regardent, des banques qui regardent, des cas d'usage dans la finance, dans le luxe, dans la logistique, dans le divertissement, le gaming et cetera. C'est hyper puissant, donc il faut qu'on capitalise là-dessus. Non, c'est évident. Alors, je pense que tu me fais une transition parfaite avec ma prochaine question, mais tu arrivé en 2021, on était en plein bull run, donc j'imagine que, bah, tout le monde vous contactait pour, justement savoir un peu plus sur la réalité de l'écosystème, de la technologie, des use cases et cetera et puis après, bah, depuis un an, bah, le bear market, toutes les critiques, les grands problèmes qu'on a pu voir, à l'échelle internationale avec des FTX et d'autres faillites assez retentissantes, donc une image un peu ternie, mais cyclique. Quel est, donc ça fait 2 ans que tu es à la DAN, quels sont pour toi les plus grands défis, que l'association a rencontrés, au jour d'aujourd'hui et finalement aussi, les plus belles victoires, que vous avez pu, remporter, dans ces 2 dernières années? Alors effectivement, le défi principal pour nous, c'est que chaque, actualité négative, dans le secteur, c'est du grain à moudre pour les détracteurs habituels qui s'en donneront à cœur joie et qu'on est encore sur un sujet, pas forcément connu ou parfaitement compris de tous et que donc il y a une énorme barrière à l'entrée, à l'adoption, mais aussi à la compréhension par, les gens pour qu'il nous faut convaincre. C'est encore une énorme barrière à l'entrée, cette image, négative qui est accolée aux cryptoactifs et au Web3, et qui s'entretient hyper facilement. Surtout quand on laisse l'amalgame, possible. C'est-à-dire je m'explique, quand il y a eu l'affaire FTX, bon, il y en a qui vont être toujours contre la crypto, contre le Web3, nos détracteurs habituels. Ça sert à rien qu'on essaye de les convaincre de toute façon et surtout s'ils sont de mauvaise foi. Par contre, ils vont effectivement se servir de ce genre d'actualité, pour, remettre une pièce dans les critiques, à la crypto et si en face, tu as personne pour expliquer: «Bah non, mais FTX, bon déjà c'était pas un acteur français, il était pas en France, il aurait peut-être dû être enregistré en France par contre, ça aurait été sympa». Si en face, il y a personne pour faire le contrepoids, c'est un discours qui est encore hyper audible, vis-à-vis de la cible institutionnelle. Donc, il f enfin, le défi qu'on a, c'est d'effectivement être, présent, heu, réactif, mais du coup, je pense sur les années à venir, encore plus proactif. Proactif parce qu'on est dans la défense permanente. Tant que le sujet est encore, nébuleux, opaque pour beaucoup, pris en grippe, par certains. Donc forcément, on est réactif, on est dans la défense et du coup, il nous faut renverser, le logiciel. Il faut qu'on soit beaucoup plus proactif, et donc si sur la défensive, on est toujours en train d'expliquer répondre aux questions autour des risques, être proactif, ça veut dire mieux faire comprendre les opportunités. Et c'est là où je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur les opportunités qui sont pas bien comprises. Et c'est vrai qu'on peut pas en vouloir éventuellement à des régulateurs qui veulent faire des règles super dures s'ils n'ont pas compris en fait, à quoi ça sert de laisser l'innovation se développer. Pour la souveraineté, pour la compétitivité, pour les emplois concrets, pour la richesse, pour l'émancipation des citoyens, etc. C'est pas forcément le mandat des régulateurs, ça je suis d'accord, hein. Les régulateurs, ils sont là pour protéger les investisseurs, pour garantir la stabilité des marchés. Mais il y a pas que les régulateurs déjà dans les débats. Donc si en face, on comprend un peu mieux, l'opportunité de pas juste matraquer, pas juste interdire, pas juste empêcher le développement, ça nous rendra la vie plus simple. Et donc je pense que notre défi principal, c'est d'être justement plus, proactif, pour inscrire ce genre d'opportunités. Je prends un exemple très récent dans l'actualité. Il y a le projet de loi sur, sécuriser et réguler l'espace numérique qui va être débattu au Sénat. C'est des débats qui ont été enfin, c'est des discussions qui datent de longtemps avec, notamment le gouvernement. Mais il y a, une proposition, un article spécifique dans ce projet de loi
sur l'accès des mineurs aux sites pornographiques et comment garantir que ce sont effectivement des personnes majeures qui vont accéder à ces sites sans, enfin, avec des solutions efficaces. En discutant depuis longtemps, en ayant présenté au ministre Barrot des acteurs qui travaillent dans l'identité décentralisée, sur des solutions technologiques respectueuses de la vie privée, on a été en capacité d'introduire dans ces débats-là le sujet et on est en train de défendre dans ce projet de loi la possibilité d'avoir des nouvelles solutions fondées sur les blockchains, fondées sur les NFT, qui vont pouvoir être utilisés dans le cadre voilà, de l'identification des personnes sur les sites pornographiques, de façon respectueuse de l'identité de chacun et grâce à des technologies Web3. Donc ça, il faut absolument qu'on continue, qu'on multiplie les exemples et qu'on soit toujours plus en avance de phase plutôt qu'en réaction sur ces débats. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, à la DAN, vous êtes, une sorte de centre d'observation extraordinaire de toutes, les innovations et de toutes les initiatives, et donc vous êtes le point de contact, j'imagine, parfait pour, bah, voilà, tous ces régulateurs et toutes les personnes qui, en fait, face à des problématiques, ont besoin de réponses technologiques et donc vous êtes vraiment, en tout cas, apte à pouvoir présenter les bonnes personnes et les bonnes solutions. On a parlé un petit peu de justement des victoires et de la place de la France aujourd'hui. Quand on regarde les news des 6 derniers mois, on voit quand même que la France devient très attractive. Tu as parlé de la position de l'AMF, du rôle du régulateur et cetera, mais j'ai quand même l'impression que le régulateur est plutôt, business friendly, en tout cas sur le sujet. Aujourd'hui, à ton avis, pourquoi la France est devenue une place attractive pour la crypto et quel rôle la DAN a pu jouer aussi dans cette nouvelle attractivité? Alors, en plus, il faut mettre en perspective, aujourd'hui, PSAN, Mika, c'est vu comme des opportunités. Alors Mika, juste pareil pour nos Oui, auditeurs, qu'est-ce alors que Mika? Mika, c'est la réglementation européenne des marchés cryptoactifs qui va entrer en application l'année prochaine et qui va venir encadrer les marchés primaires et secondaires, donc les ICO et les services sur actifs numériques, heu, au même titre que ce qu'on a fait en France. En fait, on va couvrir les mêmes acteurs, sauf que cette fois, on va l'harmoniser au niveau européen. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pour ça que je disais, faut remettre en perspective parce que pendant longtemps, ça a été compliqué pour les entreprises françaises de comprendre l'intérêt d'avoir été régulées avant les autres. C'est vrai que c'est des contraintes qu'elles ont supportées depuis plus longtemps avec bon, bah, les coûts associés, bien sûr. Et jusqu'à il y a peu, c'était encore difficile de percevoir quel avait pu être l'intérêt, si ce n'est d'avoir un cadre clair, elle, pour exercer, mais parce que notamment, il y a beaucoup de défauts dans la supervision, ce qui fait qu'on a de la concurrence déloyale, encore, aujourd'hui, d'entreprises qui devraient être régulées, qui ne le sont pas et qui ne sont pas sanctionnées. Donc c'est une très bonne nouvelle, l'harmonisation européenne grâce à MiCA, parce qu'on va mettre, tout le monde sur un pied d'égalité en matière de concurrence, et que justement ça clarifie pour les acteurs européens, mais pas que, les conditions d'exercice en Europe des services sur cryptoactifs. Et donc à un moment où aux États-Unis, on n'est pas du tout dans une, dynamique de clarifier les choses, Oui. c'est vrai que pour des acteurs internationaux, c'est plutôt pas mal de se dire qu'il y a un terrain de jeu avec des règles, et des arbitres, qui ont été établis, sur lequel ils pourraient se développer en n'ayant pas peur que dans 1 an ou 2, on vienne leur taper dessus en disant: «Toi, tu étais un instrument financier, toi, tu aurais dû être régulé sous telle loi». Donc je pense que mettre en perspective enfin, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et le timing de mise en place de la réglementation européenne MiCA, fait qu'on est devenu une place très attractive et la France a fortiori pour toute, l'expertise acquise par les régulateurs et les autorités, qui est pas forcément, qu'on retrouve pas forcément dans les autres États membres, auprès des autres gouvernements, auprès des autres régulateurs. Les talents aussi, on a un des écosystèmes l'écosystème le plus dynamique en Europe, à la fois d'industriels, mais aussi des personnes qui accompagnent, ces professionnels. Parce que le fait d'avoir pensé à la réglementation depuis des années, même les experts, juristes, les fiscalistes, sont bien plus au fait, bien plus experts,
que nulle part ailleurs et ça aussi, c'est hyper, intéressant, pour des acteurs européens ou internationaux, de pouvoir en bénéficier. Donc, on a un cadre réglementaire qui s'est clarifié, des talents, de l'industrie, du support autour de cette industrie qui sont reconnus. Ensuite, c'est pas pour ça qu'on a vraiment, gagné la partie, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau européen et que, on l'a vu cette année, enfin dans les victoires, parce que je crois que j'ai pas répondu à ta question. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri des mauvaises idées des régulateurs encore aujourd'hui, même après des années d'acculturation sur le sujet crypto. On est passé à côté un agrément obligatoire pour les PSAN, qui aurait été complètement délétère et qu'on aurait fait dans notre coin alors que le reste de l'Europe attendait sagement Mica. On est passé, à côté de l'interdiction pour, tous les acteurs crypto de recourir aux influenceurs pour faire leur promotion. Donc on peut encore être, on peut encore se faire taper dessus. Il y a encore de la marge de manœuvre vraiment, et c'est pour ça que notre rôle est vraiment crucial d'être, présent, et d'être, part à ces débats et d'être disponible pour les autorités. Parce qu'en plus, en général, il faut aller vite, il faut pouvoir être véritablement présent au bon moment et comme MiCA, c'est une chose, ça réglemente les marchés cryptoactifs, la finance décentralisée, les NFT, tous ces autres sujets qui n'ont pas été traités, il faut s'inquiéter, de participer à ces négociations, parce qu'on connaît le potentiel, pas forcément de mauvaise foi, hein, mais c'est encore une fois, c'est une matière compliquée à comprendre. Nous, on baigne à 200 dedans. Les gens qui font les lois, les gens qui votent les lois, ils doivent être sur plein de sujets et ils ont pas le temps de s'intéresser autant que nous et de comprendre aussi bien que nous. Donc, c'est pas forcément de mauvaise foi parfois que ce qui sort est pas adapté, mais du coup, il faut pouvoir être présent pour le rectifier. Non, non, c'est très clair. Tu parlais, à juste titre de l'attractivité de Paris et du fait que justement les gens, il y a une forte expertise et que, en fait, les spécialistes sont formés depuis longtemps. Est-ce qu'on a un équivalent de l'ADAN, dans d'autres pays européens ou c'est une spécificité française? Alors, on avait cartographié les autres associations éventuellement existantes, associations professionnelles. Ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y a des associations fintech, des associations blockchain, des associations pas professionnelles, donc dans le membership, ça va être, des particuliers, des entreprises ou que des particuliers, enfin ça peut être et en fait des associations professionnelles aussi structurées avec des permanents qui sont pas des bénévoles, qui sont des salariés, ça, en fait, on n'en a pas identifié. On n'en a D'accord. pas identifié. Donc aujourd'hui, la DAN s'inscrit vraiment comme l'association professionnelle du Web3 en Europe, la plus structurée, la plus influente. Ce que, les ambitions françaises d'être, le hub crypto européen nous a en plus aidé, à finaliser, en fait. Donc, non, enfin, ça a toujours été l'ambition de toute façon de la DAN d'être une association européenne. C'est bien pour ça que dans notre nom, on n'a jamais marqué française nulle part. Notre site, c'est adan.eu depuis le début. Donc, il fallait un ancrage, fallait bien commencer quelque part. On était à Paris, on a commencé à Paris avec, les acteurs français, mais la vision, elle est clairement européenne. Et je vois que c'est une très belle ambition. Non, c'est extrêmement clair. Hem, un petit sujet sur lequel j'aimerais venir, tu l'as rapidement évoqué, mais, au début, c'était très institutionnel, très finance. Tu as parlé de l'industrie du luxe. Aujourd'hui, c'est encore le cas? C'est-à-dire que c'est les dans les 200 membres, on est toujours, dans une forte proportion d'acteurs financiers? Est-ce qu'il y a une volonté, forte d'aller chercher d'autres types d'acteurs pour justement éduquer et faire tout ce travail d'acculturation que vous avez fait auprès des acteurs, du régulateur et cetera, sur d'autres activités qui sont moins régulées, du coup? Hem, quelle est la position de la DAN là-dessus? Effectivement, je pense qu'il y a toujours, encore aujourd'hui, plus de cas d'usage financiers qui sont représentés. Ce qui est pas anormal quand on regarde, les débats réglementaires, ça s'est focalisé d'abord sur ces cas d'usage. Ensuite, c'est quand même en train de déraper tout doucement.
Ça a commencé avec, les débats Mika où, on a eu une forte crainte à un moment que les NFT, les jetons non fongibles, soient dans le périmètre. Donc de plus en plus, l'ensemble, des acteurs, sur des cas d'usage non financiers également, s'intéressent à l'action de l'association et nous, on a un intérêt croissant à pouvoir les représenter. Effectivement, que ce soit dans l'industrie du luxe, enfin, Casino est membre de l'association, donc les distributeurs, que ce soit le divertissement, il y a beaucoup de débats aujourd'hui en France sur, qu'est-ce qu'on fait des jeux vidéo Web3? Est-ce que c'est des jeux d'argent et de hasard? Est-ce qu'on les interdit? Donc, on de plus en plus, on fédère des acteurs, non financiers. De plus en plus, on fédère, des corporates, pas forcément des acteurs, crypto natifs. Et c'est important encore une fois pour, le poids que doit prendre, la DAN dans, l'ensemble de ces débats, où le sous-jacent derrière technologie, c'est toutes les technologies associées au Web3 et donc les spécificités, des réglementations ou des politiques de soutien à mettre en place par rapport à ces technologies-là. Autre question, qui pour moi est assez importante parce que la blockchain, enfin en tout cas historiquement et dans ses développements a toujours été, rattachée à la finance et à la technologie. C'est 2 secteurs qui sont, finalement assez peu représentés, enfin où les femmes sont assez peu représentées. Est-ce que tu aurais un message aujourd'hui ou est-ce qu'il y a des initiatives pour justement favoriser, le fait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent dans ce secteur? Bah, c'est vrai que ça m'a toujours interrogée parce que dans mon master 2 banque finance, on était vraiment, à parité, d'étudiants et d'étudiantes, qui ont étudié, la finance. Je me disais: «Bon, bah, ça s'est résorbé» et en fait, derrière, dans les différentes expériences professionnelles que j'ai eues, je me suis souvent effectivement retrouvée, à travailler avec des hommes. Je pense que j'ai eu que des chefs, avec un seul F. Et c'est vrai que dans la crypto, dans le Web3, c'est pas toujours évident de croiser, surtout dans les événements, surtout dans l'audience et encore plus sur les panels, c'est hyper difficile de croiser des femmes. Si je prends mon expérience personnelle, même en ayant, commencé à étudier le sujet en 2017, le fait de voir uniquement des hommes prendre la parole sur ces sujets, parfois sur des tables rondes que d'hommes, en fait, ça entretient, la croyance selon laquelle on n'a rien à faire ici, et qu'on n'est pas légitime pour être là. Donc, je pense que le syndrome de l'imposteur, déjà que les femmes, ont beaucoup plus facilement que les hommes, quel que soit le sujet, est accentué et s'auto-alimente quand, on se rend compte de la sous-représentation des femmes, dans le secteur. J'avais, signalé à un média, justement, à quel point, il faudrait faire attention parce que, dans les podcasts, qu'il tournait, ben, en fait, enfin sur, 25, il y avait 24 hommes, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est vachement rebutant en tant que femme, d'observer ça et c'est assez injuste parce que du coup, on remet en cause sa propre expertise. Qui en fait n'est pas en cause, c'est juste un système, mais bon, ça on comprend pas forcément, tout de suite. Donc des initiatives, il en existe effectivement. Il y a, des associations qui vont, essayer de mettre en valeur, des femmes qui travaillent dans le Web3, dans les cryptos. Heu, Nous, l'an dernier, sur la deuxième édition de notre événement annuel, heu, on avait toutes nos tables rondes paritaires. Donc c'était extrêmement important pour moi que tous les panels, soient paritaires. Parfois, il y avait même plus de femmes que d'hommes et on l'avait pas brandé comme ça parce qu'en fait, c'est pas le but. Par contre, c'est vrai que tout le monde s'est rendu compte qu'ils avaient vu, des nouvelles personnes parler de crypto qui avaient des points de vue hyper intéressants et ils se sont pas forcément rendus compte que c'était parce qu'il y avait plus de femmes que d'habitude sur les panels, c'est juste c'était aussi des personnes différentes. Parce que le risque de cet écosystème, c'est aussi comme il est encore petit, bah, de pas forcément diversifier les points de vue, d'avoir toujours les mêmes personnes qui vont prendre la parole. Je pense, même moi je peux m'inclure dedans, hein, je pense que je suis extrêmement sollicitée et que je parle à beaucoup d'endroits. Et il faut absolument diversifier la parole parce que même pour nous, qui devons, défendre, le développement de ces secteurs, en fait, de l'extérieur, je pense qu'on fait pas très inclusif.
même, sans parler inclusif vis-à-vis des femmes, je pense qu'on fait pas inclusif du tout. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours, choquée sur Twitter quand, en fait, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent au sujet depuis moins longtemps que nous, qui vont, pas être aussi experts, qui vont peut-être dire, des approximations, mais en fait, qui sont de bonne volonté pour rentrer enfin, qui ont envie de s'intéresser. Ben, en fait, c'est des gens qui se font taper dessus. Et c'est vraiment délétère, pour l'image de la crypto, en plus d'être pas forcément très humain. Et donc même au-delà de la seule cause, égalité homme-femme, l'écosystème a gagné, d'être, d'amener les gens, d'amener en tout cas de pas rebuter les gens déjà. Alors pas que enfin nous notre rôle ça va être, d'amener, une cible, institutionnelle, des acteurs publics, qu'on a besoin d'embarquer par rapport, aux débats réglementaires, que l'on mène. Mais en fait, même pour les business, c'est les futurs clients. Oui, Donc puis il je faut pense que qu'on soit plus ouvert. chacun à notre échelle, on a aussi, ce devoir de pouvoir expliquer, en fait, ce que c'est, de quoi on parle, c'est quoi la blockchain. C'est un sujet qui est tellement, complexe, à Oui, comprendre qu'en fait, il faut tous qu'on sache, prendre le temps, justement d'onboarder les gens sur ce sujet-là. bah, surtout Hem, que enfin je sais pas toi, mais moi je pense que je peux reconnaître humblement que j'ai pas compris, en ayant lu, un premier article quoi. J'ai mis du temps et je pense qu'il faut qu'on se remette, à notre place il y a quelques années. Nous, ça fait un petit moment qu'on est dedans, mais au début, on n'en menait quand même pas large face au sujet. Je pense je te que confirme. donc nous-mêmes, on est passés par une phase, plus ou moins longue, d'appropriation, du Web3, qu'on a le droit, d'accorder aux autres personnes. Et puis c'est un sujet qui est aussi en constante évolution, donc il y a aussi une nécessité d'apprendre en permanence et donc aussi une posture d'humilité, par rapport à ce sujet. Alors, pareil, tu me fais toutes mes transitions, c'est super parce que tu as parlé de ton événement annuel qui, je crois, arrive bientôt. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le Web3 Leaders Forum? Exactement, c'est la troisième édition de notre événement annuel. Les 2 premières années, il s'appelait le Crypto et Finance Forum. On l'a rebaptisé le Web3 Leaders Forum, justement, par rapport à la diversité plus importante des sujets que l'on traite et l'envie d'avoir, sur scène, de pouvoir faire, représenter sur scène, l'ensemble de ces parties prenantes, pas seulement financières, qui composent le quotidien de l'association, que ce soit, au sein des membres ou les interlocuteurs qu'on a. Donc c'est notre événement annuel le 19 juillet au Palais Brongniart, toute une journée de conférences. En plus, je suis très heureuse que cette journée soit animée par toi, qui va nous mettre le feu sur scène. C'était notre petit secret, mais oui. Ah bon, j'ai divulgué le petit secret. Toute une journée de conférences, des panels, des keynotes, des interviews. Le but, c'est de revenir sur, des grandes thématiques, que l'on a traversées tout au long de l'année, pas seulement réglementaires. De faire la part belle, à beaucoup de cas d'usage, différents, financiers, non financiers, au travers de panels et de sur chacun de ces sujets, confronter les points de vue de ceux qui construisent, l'innovation, des membres, notamment, des industriels, mais aussi, du coup, ces, décideurs publics, ces régulateurs, qui sont, nos interlocuteurs au quotidien, pour, faire dialoguer tout le monde, confronter les points de vue. On ne sera pas toujours forcément d'accord, mais c'est important que chacun puisse, s'identifier et se parler. Et on a la chance d'avoir, des intervenants de très, très haute qualité, encore plus que les années précédentes, parce on avait déjà eu, donc monsieur le ministre Barrot, monsieur le président Oufel, de l'Autorité des marchés financiers, la Commission européenne. Enfin, on avait déjà eu des très, très beaux intervenants sur les 2 dernières éditions. Cette année, on a la présidente, de l'AMF qui sera là, la présidente de l'ANJ, la secrétaire générale de la CPR, des députés, français, et européens, si je ne dis pas de bêtises, de la Commission européenne, en plus de, grands noms, du secteur, qui seront là. Donc, en plus, on a, un très, très beau parterre, d'intervenants toute la journée. Donc j'espère que, les gens viendront très, très nombreux pour les écouter.
Bah, on mettra le lien, pour, s'inscrire à l'événement dans la description, du podcast ou de la vidéo sur YouTube. Écoute, merci beaucoup, Faustine, c'était très intéressant. Peut-être que pour finir, est-ce que tu aurais, pour nos auditeurs ou, les gens qui regardent la vidéo, des conseils pour peut-être en apprendre un peu plus ou se renseigner, davantage sur tous les sujets qu'on a pu, évoquer aujourd'hui? Alors je me rappelle, moi, quand j'ai commencé, j'étais beaucoup sur les sites, Blockchain France, Ethereum, Ethereum, je sais qu'il existe toujours, Blockchain France, je sais pas, mais il y avait des articles extrêmement, didactiques, et simples d'accès, qui m'ont beaucoup aidée, à l'époque à prendre le sujet en main. Il y a un livre que j'ai, trouvé passionnant qui s'appelle The Infinite Machine de Camilla Russo. Qui retrace l'histoire d'Ethereum. C'est vrai qu'en tant qu'ancienne consensus, je trouvais ça, hyper intéressant de pouvoir le lire. Mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde, pour comprendre, en fait, d'où on vient aussi. Parce qui fait vraiment enfin, qui retrace une grande partie de l'histoire, finalement, de l'écosystème au travers d'Ethereum, des convictions de Vitalik Buterin et des gens autour de, enfin, qui ont su l'entourer et grâce à qui il a pu porter son projet. Vraiment un livre super passionnant de Camilla Russo que je conseille à tout le monde. L'ADAN publie des articles pédagogiques aussi, donc sur notre site internet, c'est disponible gratuitement et publiquement, n'hésitez vraiment pas, y compris sur nos réseaux sociaux, on fait un peu de veille sur les actualités importantes. Et du coup, si j'avais un message par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, que ce soit vis-à-vis des femmes ou des gens qui sont encore pas dans le secteur, comme je disais, il y a une énorme barrière à l'entrée, cognitive, culturelle. Il faut pas s'arrêter à ces idées préconçues qui circulent. Il faut pas s'arrêter, à la connotation négative des sujets qui est colportée. Il faut pas s'arrêter au fait qu'il y a effectivement beaucoup d'hommes, qui parlent des cryptos. Tout le monde est capable, enfin, moi j'ai fait finance, je suis pas un profil informatique, je suis pas un profil tech, je développe pas. C'est accessible à tout le monde pour peu, de passer cette barrière à l'entrée. Mais c'est accessible à tout le monde et tout le monde y gagnera à s'y intéresser et à mieux comprendre. Merci beaucoup, Faustine, un vrai message d'espoir et surtout un appel à la curiosité. Voilà, bah, écoute, je te souhaite, une excellente fin de semaine et on se retrouvera pour le Web3 Leaders Forum. Mais Merci j'espère Faustine. nombreux. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de From the Block. Comme je suis sûr que vous avez adoré cet échange autant que moi, je vous invite à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, collègues et tous ceux qui s'intéressent au Web3. Votre soutien nous aide à continuer à produire du contenu de qualité et à faire connaître des voix influentes de l'industrie. Restez connectés, car de nombreux épisodes passionnants sont à venir. Merci d'avoir écouté From the Block.